Jean-Paul Sartre. Pour beaucoup, c'est l'image même de l'intellectuel libre juste après la guerre. Oui, une icône. Mais aujourd'hui, on va regarder une période un peu plus complexe, son aptitude pendant l'occupation allemande à Paris, entre 1940 et 1944. C'est ça. Vous imaginez Paris en 1943, la censure, les rafles quotidiennes, L'atmosphère pesante, oui. et pendant ce temps, Sartre, lui, continue sa carrière. Il publie, il fait même jouer une pièce de théâtre. Comment c'est possible? C'est toute la question en fait. On va s'appuyer sur des analyses, des témoignages aussi, qui éclairent un peu différemment le récit habituel, le Sartre résistant, quoi. D'accord. Notre objectif, c'est d'examiner de près les faits rapportés. Sa capture, sa vie au camp de prisonniers, sa libération, et puis ses activités à Paris sous contrôle allemand. Comment cette légende s'est construite, au fond? Commençons par le début alors. Sa capture en juin 40. Les sources qu'on a consultées parlent d'un Sartre pas très héroïque, plutôt effrayé même. Oui, par la débâcle, la rapidité de l'avancée allemande. Et une fois prisonnier, sa priorité numéro un, apparemment, avant même d'arriver au Stalag 12D, C'était quoi? sauver ses manuscrits, ceux de l'âge de raison. Ah oui, d'accord. Pas banal comme priorité dans ces circonstances. C'est le moins qu'on puisse dire. Et une fois au Stalag, il semble avoir assez vite trouvé ses marques. Il devient interprète, puis infirmier. Ce qui lui donnait des avantages? Oui, accès à une chambre moins surpeuplée, un peu plus de nourriture peut-être, et surtout du calme pour écrire. Ah, toujours écrire. Toujours. Des témoins cités dans nos sources évoquent un certain égoïsme, oui, une obsession pour écrire, notamment à Simone de Beauvoir. Et c'est là qu'il écrit Bariona, cette fameuse pièce de Noël 1940. Exactement. Mais attention, là, il y a une controverse. Ah, laquelle? Le texte qui a été joué devant les prisonniers et les Allemands, il aurait disparu. Disparu. L'original, oui. La version qu'on connaît, publiée bien plus tard, en 62, elle est très marquée résistance. Et donc, l'hypothèse, c'est quoi? Que le texte de 1940 était peut-être, comment dire, beaucoup plus adapté à la censure, Moins subversif. voire conciliant. D'accord, Ça change pas mal la perspective sur son engagement à ce moment-là. carrément. Et d'ailleurs, concernant l'évasion, il y aurait eu des possibilités, mais il aurait refusé. Trop risqué, selon lui. Et c'est là qu'il développe sa théorie de la liberté intérieure. Oui, cette idée que même prisonnier, l'homme est condamné à être libre dans sa conscience, certains historiens y voient une possible Justification philosophique pour sa passivité. pour sa non-participation aux tentatives d'évasion, disons. Sa libération aussi, en mars 41, elle pose question. Oui, obtenue grâce à un certificat médical. Une mention de strabisme ajoutée par l'abbé Perrin, celui qui avait monté Bariona. Un passe-droit lié à la pièce alors. C'est ce que certains ont interprété au camp. Un épisode qui sera ensuite réécrit, enjolivé avec Beauvoir à Paris. Il rentre donc à Paris, ville occupée. Il retrouve son cercle, Beauvoir, ses contacts chez Gallimard. C'est ça. Paulan, Parrain, Et très vite, dès juin 41, il publie. Dans Comédia. Comédia. Mais c'était pas un journal Si. qui venait de passer sous contrôle allemand, avec une ligne éditoriale collaborationniste. Et publier là, ça nécessitait forcément une validation allemande. Absolument. Il n'ira plus tard. Mais ça montre une chose, sa volonté de publier. Peu importe le contexte, on dirait. Et il lance aussi ce groupe Socialisme et Liberté à l'été 41. Oui, avec des amis proches. Mais lui-même reconnaîtra plus tard que, bon, ça n'a mené à rien de concret niveau résistance. Il en a dit quoi exactement? Des petits bourgeois intellectuels qui ne savaient pas quoi faire. Ça résume assez bien. Pas vraiment l'image d'un réseau clandestin très actif. Non, effectivement. Puis en octobre 41, il prend un poste de professeur au lycée Condorcet. Oui. Et là, point sensible, il remplace un enseignant juif, écarté à cause des lois antisémites de Vichy. Ah oui, ça c'est lourd de sens. Très lourd. On le décrit comme un prof brillant mais distant. Sa vie, c'est les cours et puis le café de fleurs. Le Flore, lieu mythique, Où se croisaient toutes les parisiennes, les artistes, les intellectuels. et aussi pas mal d'Allemands, des officiers, des journalistes. Et on arrive à 1943 avec sa pièce Les Mouches. Voilà. Et là encore, pour la faire jouer, il faut l'accord des autorités allemandes. Obtenu comment? Via des intermédiaires comme Gerhard Heller, le responsable de la censure culturelle allemande à Paris. Et Charles Dulin, le metteur en scène. Et la première a eu lieu. Avec des officiels allemands dans la salle, oui. C'est assez troublant quand on y pense. La pièce a été un échec commercial, c'est ça. Oui, un four. Après la guerre, Sartre expliquera que c'était parce qu'elle était secrètement résistante et que les collabos l'avaient sabotée. Mais les sources qu'on analyse, Suggère plutôt que la version de 43, celle qui avait eu le feu vert allemand,
n'avait peut-être pas cette portée subversive qu'on lui a prêtée ensuite. Encore une histoire possiblement réécrite. Après la libération, là, tout bascule. C'est l'explosion de sa notoriété. Huis clos, les chemins de la liberté. Beauvoir publie aussi Le sang des autres, sur la résistance. Ils deviennent des figures morales incontournables. Et l'autorité de Sartre s'appuie en partie sur ce rôle supposé dans la résistance. Il lance Les temps modernes. Il devient une référence absolue. Pourtant, assez vite, des critiques émergent. Ah ouais. Même à l'époque, Oui, et y compris venant de la gauche. Des historiens, Noguer par exemple, des philosophes comme Jean Kelevitch, même son biographe, John Geraci, tous pointent l'absence d'actes de résistance concrets, un certain opportunisme. la priorité donnée à sa carrière personnelle, en fait. Exactement. Pendant ces années noires, sa priorité semble avoir été son œuvre, sa publication. Donc pour résumer, on a ce décalage énorme entre l'image publique, construite après-guerre, et puis les faits rapportés sur son comportement réel sous l'occupation. C'est ça. Une histoire complexe, pleine d'ambiguïté, de zones d'ombre. Pas simple. Pas simple du tout. Et ça nous amène à une réflexion plus large, je trouve, au-delà du cas Sartre. C'est-à-dire, Comment l'ambition personnelle, ou le besoin de se façonner une image publique, une légende peut-être, comment ça peut influencer la manière dont on raconte sa propre histoire, surtout après les événements. oui, comment on réécrit son passé. Voilà, ça interroge notre regard sur les récits héroïques en général. Surtout ceux qui sont construits a posteriori, parfois au détriment de réalités plus nuancées, moins glorieuses peut-être, une leçon sur la fabrique des héros.